Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Be My Guest aujourd'hui va vous faire rêver, du moins je l'espère, puisque je vous emmène au Maroc. Nous sommes ici à Ouedzem, qui est une petite localité à environ 70 km des montagnes de l'Atlas. Ce que vous voyez autour de nous, ce ne sont pas des montagnes, mais des terrils de phosphate, puisque ces bâtiments ont été construits sur une ancienne mine. Et ce qui nous donne absolument des couleurs fantastiques. Donc vous voyez, c'est rouge, ça contraste avec le bleu du ciel, c'est absolument fabuleux d'un point de vue esthétique. Alors, où sommes-nous exactement? Nous sommes sur le centre d'essai, le nouveau centre d'essai de l'UTAC. L'UTAC qui renforce son positionnement mondial avec ce 6e centre. Après la France que vous connaissez tous et Mortefontaine et Montlhéry, il y a également la Grande-Bretagne, la Finlande pour des tests en conditions extrêmes, mais à l'inverse d'ici, dans le froid, l'Allemagne, les États-Unis, et donc voici le Maroc avec ce climat très très sec puisqu'il ne pleut ici quasiment jamais. D'une superficie de 500 hectares et doté de 30 km de pistes, le Morocco Mobility and Automotive Center a été intégralement conçu par l'UTAC et est opéré conjointement avec FEV, le spécialiste allemand des groupes motopropulseurs. Mais je vous emmène tout de suite à la découverte de ce très beau centre. A tout de suite. That's a big pillar. The third one is also a big one, and the historical one, I would say, because UTAC is in fact between minus 20 degrees and plus 50 degrees. We have a soaking area 23 degrees here. Alors Laurent Benoît, tu es président du conseil de surveillance de l'UTAC. Absolument, depuis avril de cette année. Et donc là, tu nous accueilles dans le 6e centre d'essai du groupe. Oui. Sixième centre d'essai, avec une grosse particularité, c'est que c'est un centre d'essai qu'on a créé puisqu'il n'existait pas du tout. C'est la première fois qu'on crée un centre d'essai dans le groupe. Alors nous sommes à Ouedzem, oui. Au Maroc, on oui. est à 150 km au sud-est de Casablanca, oui. On est à 70 km à peu près des montagnes de l'Atlas. Oui, au pied de l'Atlas, et on est à 840 mètres d'altitude, donc on est en altitude. Alors les spécificités en fait de ce lieu, pourquoi ce lieu? Alors pourquoi ce lieu? Il est un peu loin de la mer pour nous permettre d'avoir toujours des conditions chaudes et sèches, donc on a très peu de pluie ici, ça veut dire qu'on peut performer des essais toute l'année, contrairement à nos centres en Europe où on sait que en automne et au début du printemps c'est très difficile. Ici, en permanence, on peut assurer à nos clients qu'on saura faire les essais dans de bonnes conditions. Alors ce centre d'essai a répondu en fait à un appel d'offres oui. des autorités marocaines. Oui. Le Maroc qui depuis avril 2014 met l'accent sur la réindustrialisation du pays oui. et notamment sur l'automobile. Ils veulent faire un pôle automobile important en Afrique, voire le plus important d'Afrique. Ça a été facile de remporter le marché? Alors, c'est jamais facile de remporter un marché, c'est clair. On avait la meilleure offre. Je reviendrai dessus. Et effectivement, pour le contexte, effectivement, le Maroc, on connaît bien le Maroc au travers des usines de production Renault puis Stellantis. On sait aussi qu'il y a des centres de R&D qui commencent à s'implanter. Stellantis depuis quelques années, il y a des fournisseurs qui veulent faire de même. Et donc en fait, ils veulent une continuité. Le Royaume du Maroc veut une continuité, avoir un état fort d'un point de vue automobile. Et donc ce qui manquait, c'est un centre d'essai véritable, comme on peut les trouver en Europe, avec aussi éventuellement d'autres possibilités à l'avenir, telles que l'homologation, donc d'avoir un pays complètement autonome, j'allais dire, très fort, très souverain dans le monde de l'automobile. Alors avec ce centre, vous répondez en fait aux besoins à 360 degrés des constructeurs automobiles parce que vous avez trouvé le partenaire idéal pour faire une joint venture ici à Ouedzem. Oui, alors effectivement, lorsqu'il y a eu cet appel d'offres en 2017, on s'est associé, UTAC s'est associé avec FEV, donc deux groupes mondialement connus et très forts en Europe. Qui est spécialisé dans les groupes moteurs, plus spécialisé dans le powertrain, dans les groupes moteurs, dans la mise au point moteur. Et donc c'était bien pour nous de partager ensemble avec FEV les risques et les opportunités sur ce marché-là, de partager aussi nos clients. Et donc c'est pour ça que l'on a créé cette JV avec FEV, une JV qui n'est pas commerciale, une JV qui a pour but de répondre d'une seule voix
à l'appel d'offres du gouvernement et où on a remporté effectivement cet appel d'offres contre évidemment d'autres concurrents à l'époque. Et puis eh bien, aujourd'hui, effectivement, on peut voir que ce centre est finalisé et accueille d'ores et déjà nos clients. Alors on voit autour de nous des montagnes qui ne sont pas des montagnes, en fait ce sont des terrils. Voilà, exactement, c'est artificiel en fait, c'est des terrils de phosphate, hein. C'est un ancien site d'extraction de phosphate qui est la richesse numéro 1 du Maroc. Et donc sur ce site de terrils, on a réalisé donc un centre d'essai sur 500 hectares. Hein. Donc c'est un énorme centre d'essai. 30 km de piste 30 km de piste, effectivement, des laboratoires, beaucoup de choses que évidemment on incite tous nos clients à venir découvrir parce que c'est dans un plus. Alors c'est pas un écrin de verdure, c'est un écrin de minéralité, on va dire. Ah, les couleurs sont absolument fabuleuses. Hein. Oui. Entre le bleu du ciel et puis le rouge du phosphate, c'est magnifique. Oui. Et, alors ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que c'est des conditions, c'est un pays avec des conditions, une zone avec des conditions donc sèches quasiment toute l'année. Et pourquoi aussi le Maroc, hein, c'est que là où FEV et UTAC étaient intéressés aussi pour venir ici, c'est que nous voulions proposer ce qu'on appelle une best price country, hein, c'est-à-dire autrement dit avoir une proposition de prix compétitif par rapport à nos concurrents en étant installés ici au Maroc. C'est évidemment des prix plus abordables que l'Europe et donc c'est intéressant pour nous. On lutte par exemple contre des pays qui ont des centres d'essai en Europe de l'Est, voire des concurrents qui peuvent être en Espagne par exemple, ne pas les citer. Alors ici, vous l'avez dit, vous visez donc les constructeurs européens essentiellement, mais pas seulement. Est-ce que vous visez également le marché africain? Alors absolument, en fait on a absolument tout type de clients. On a les clients locaux de l'écosystème automobile marocain qui, comme j'ai dit au départ, est de plus en plus important. Et donc on doit d'abord répondre à cet écosystème marocain, mais on répond aussi avec un tel centre, avec une telle capacité, aux appels d'offres venant de l'Europe, évidemment. Alors ici à Ouedzem, vous avez trouvé le pendant idéal de votre centre en Finlande pour faire des tests en conditions extrêmes. En Finlande, c'est le froid, ici c'est la chaleur. Voilà, on a le grand froid en Finlande, on a 2 centres d'essai en Finlande qui testent en permanence au froid les véhicules et les pneus. Et ici, évidemment, on a les conditions chaudes idéales pour pouvoir tester les véhicules, les composants toute l'année. Alors qu'est-ce que vous offrez en fait dans votre palette d'offres ici à Ouedzem? Alors effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un centre qui est en cours qui est en lancement, donc on a déjà beaucoup de bâtiments, beaucoup de pistes d'implanter, et donc on a déjà des offres complètes à proposer. On sait faire de la durabilité complète, autrement dit de la fiabilité complète d'un véhicule. On sait faire des tests sur des ADAS de premier niveau. On sait faire donc un certain nombre d'essais et on sait aussi offrir toute une palette sur l'événementiel, le monde de l'événementiel. Donc ça veut dire la formation et ça veut dire aussi accueillir un client qui veut lancer un véhicule. On est actuellement sur l'airplane de l'événementiel avec les bâtiments de l'événementiel juste derrière et on est dans un lieu magique où vous allez pouvoir lancer un véhicule dans un lieu non connu et non répertorié classiquement par toutes les agences. Et là, vous avez un effet waouh énorme, évidemment, en plus pour lancer un véhicule. Donc on a toute cette possibilité-là, toute cette palette. Et vu que c'est un centre en cours de construction, ça veut dire qu'on ne s'interdit pas de poursuivre nos investissements, évidemment, ici, en fonction des demandes de nos clients et en fonction de l'intérêt économique qu'on peut bien sûr y trouver derrière. Alors pour revenir juste rapidement à l'événementiel, vous avez eu des clients prestigieux là récemment. Alors effectivement l'événementiel est en lancement depuis quelques semaines seulement et on a déjà eu effectivement on a eu Alpine qui a lancé la marque Alpine pour le Maroc ici même. On a eu Porsche effectivement qui est venu fêter les 75 ans de la marque. 75 ans de la marque ici même le week-end dernier, un énorme événement.
on a aussi BMW, on a aussi des constructeurs comme Geely et on espère bien avoir beaucoup d'autres constructeurs dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, vous n'avez pas seulement en fait des bâtiments dédiés à l'événementiel, vous avez également tout un espace hôtelier. Oui. Avec hammam, restaurant. Oui, ce qui est important, alors on travaille avec un partenaire sur place et ce qui est important, on est à 150 km de Casa quand même, donc on est loin de Casa. Nos clients, lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas forcément travailler que pour la journée puisqu'ils peuvent venir travailler sur plusieurs jours. On a des bâtiments en location pour nos clients à la semaine, au mois, à l'année, etc. Et donc lorsqu'ils viennent, il faut qu'on puisse les accueillir correctement, qu'ils n'aient pas à parcourir une demi-heure ou une heure, faire une heure de voiture parce que les journées sont longues. Et donc on a effectivement une offre complète de restauration et d'hôtellerie juste à côté, et de très bonne qualité. Oui, c'est magnifique, j'aimerais bien tester le hammam, alors on va se dépêcher. Alors on a différentes pistes ici. Il y en a une en particulier qui est très intéressante, c'est la piste Close Down. Oui, exact. Qui est la plus longue. Oui, la plus longue. En Europe et en Afrique, je crois. Voilà, exactement, en IMIA, on va dire, Europe et Afrique. Alors, ces pistes Close Down, effectivement, c'est quelque chose de très spécifique qu'on a dans ce centre-là et qu'on a nulle part ailleurs dans nos 5 autres centres d'essai. Donc c'est une spécificité. Et pourquoi on l'a fait là? Toujours pour les conditions de météo qui sont très bonnes et qui nous assurent de pouvoir le faire tout le temps. Donc avec une pente très régulée et très normée, on va dire. Donc de 0,7%. Voilà, et effectivement. Et sur cette piste-là, en fait, on mesure la décélération d'un véhicule de façon très précise. Et cette décélération de véhicule sert après au constructeur à calculer le CO2 que le véhicule va émettre. Et quand on sait l'importance du gramme de CO2, aujourd'hui, il est important d'avoir une mesure très précise de cette résistance au roulement du véhicule et on offre donc cette possibilité-là de façon unique aux constructeurs à Wetzel. Alors il y a d'autres pistes, vous avez... simplement pour dire, on l'offre pour les véhicules particuliers, mais c'est aussi valable pour les camions. Donc on teste aussi les camions, ça s'appelle Air Drag sur les camions, mais c'est le même principe. Vous testez les motos également? Alors on n'a pas pour l'instant de motos en test, mais on pourrait tester des motos. Alors après, on n'a pas non plus beaucoup de motos sur nos autres centres d'essai, parce que c'est un peu des conditions particulières. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme piste? Vous avez encore une piste avec différents revêtements aussi? Alors, c'est les pistes et les différents revêtements, ça font partie de la palette complète des pistes qu'il faut pour ce qu'on appelle la durabilité et la fiabilité. D'accord. Effectivement, avec des pavés, avec de la poussière, des gravillons, des pistes accidentées. Voilà, on torture les voitures en fait. Et donc pour les torturer, on a beaucoup d'idées et beaucoup d'idées qui sont liées au passé, à l'histoire de l'automobile. Et donc on a mis ici, dans ce centre-là, notre meilleur savoir-faire issu de tous nos centres d'essai. Donc vu qu'on est parti de zéro, on a pu véritablement faire quelque chose de très bien parce que c'est quelque chose, d'un point de vue implantation, on a réussi à finalement utiliser la meilleure expertise qu'on puisse avoir, le meilleur feedback qu'on puisse avoir de nos autres centres pour concevoir quelque chose de très homogène et de très facile en termes logistiques pour nos clients. Parmi ces installations, un anneau de vitesse à 3 voies de 4 km de long, avec sur certaines portions un banking de 12% qui entoure un airplane de 70 000 m².
trouve également une piste de freinage humide équipée d'un arrosage automatique et d'une plaque de granit centrale pour plus de dérapage. Un circuit avec des pentes abruptes est également présent. Ces pentes ont une inclinaison allant de 12 à 30% et 3 sur 4 ont une zone de faible adhérence. On peut également tester son véhicule sur une piste urbaine de 2,8 km de long et de 5 mètres de large. Différents obstacles sont présents et on y simule le trafic routier en ville. Par exemple, ici, on est dans la partie événementielle. Cette partie event, elle est dans un lieu unique, séparé des pistes techniques. Et donc, comme ça, les clients event sont séparés des clients techniques. Les clients techniques peuvent très bien rouler avec des prototypes très confidentiels. Ça ne va pas gêner, ça ne va pas nous empêcher de faire un événement sur ces pistes-là en même temps, alors que dans d'autres centres du groupe, c'est pas forcément évident. Oui, c'est un choix à faire en fait. C'est un choix à faire, mais là, on n'aura pas de choix à faire lorsqu'on aura 2 clients, parce qu'on pourra les accueillir les deux. Alors, ce qui frappe quand on visite le centre, c'est la sécurité. Oui. C'est hyper important pour vous, oui. La confidentialité, oui. La sécurité. Alors, confidentialité, sécurité, je crois que c'est important cette question, c'est que confidentialité, sécurité, qualité, c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas mégoter. Et donc, en fait, c'est au meilleur niveau, c'est au niveau standard groupe mondial. Donc, vous êtes au Maroc, vous avez le même niveau de sécurité du personnel, le même niveau de sécurité, confidentialité que dans tous les autres centres du groupe. Et donc, c'est effectivement un gros plus, effectivement, quand on arrive ici au Maroc, mais c'est quelque chose qu'on doit à nos clients. Alors, les clients peuvent louer pour plusieurs années oui. Des espaces avec des parkings justement confidentiels. Oui. C'est le cas de Stellantis, je crois. Hein. C'est le cas de Stellantis, historiquement le premier, effectivement, parce qu'il a un gros centre à Gaza, donc il est intéressé pour venir évidemment tester ces véhicules ici. En fait, c'est un technoparc quelque part, où on propose aux clients de venir. Ils ont des bâtiments, ils ont des parkings effectivement confidentiels, ils ont dans leurs bâtiments tout ce qu'il faut, ils ont des ponts élévateurs pour pouvoir travailler sur les véhicules. Des salles de réunion, ils ont des kitchenettes pour manger, ils sont totalement autonomes et après ils ont accès également à l'ensemble des pistes pour pouvoir valider leur solution. Alors vous avez construit ce centre ex nihilo en fait. Oui. La conception a pris combien de temps? Parce que ça paraît monstrueux, enfin, c'est un travail de titan. Alors elle a pris du temps, encore plus de temps que ce qu'on avait imaginé, parce que c'était pas forcément facile et parce que aussi il y a eu les années Covid qui sont arrivées au milieu de tout ça. Donc c'est dur à dire, mais effectivement il a fallu beaucoup de temps et il a fallu qu'on design aussi le centre d'essai. Oui, on l'avait jamais designé, donc il a fallu dire tiens, pour l'événementiel, quelle piste on va prendre pour la fiabilité, c'est quoi le jeu de piste idéal pour faire de la fiabilité dans le véhicule. Et donc tout ça, ça prend du temps et après, une fois qu'on l'a designé, qu'on l'a conçu, il faut le réaliser avec des entreprises, trouver des entreprises partenaires de bon niveau qui vont nous faire, là encore, une qualité de piste, une qualité de bâtiment, une qualité d'équipement au même niveau que l'Europe. Alors pour terminer, vous avez des bureaux commerciaux en Chine. La Chine est un marché énorme. Quelles sont vos ambitions prochaines? Est-ce que vous envisagez de construire ex nihilo un centre d'essai en Chine ou en Asie quelque part? Alors pour l'instant, non, parce que en fait, si je prends la Chine, comme on dit, il y a déjà beaucoup de centres d'essai, donc pour nous, il n'y a pas d'intérêt de créer un centre d'essai. On crée plutôt des partenariats en Chine avec des centres d'essai existants, des centres d'essai privés, pour les aider à monter en compétence dans un certain nombre de domaines, comme par exemple Euro NCAP, puisqu'on sait que par exemple les véhicules chinois aujourd'hui arrivent en Europe dans leur version électrique, on va dire, et Euro NCAP est un gage de qualité en termes de sécurité, le meilleur niveau en termes de sécurité. Donc on a toute cette expertise européenne qu'on sait effectivement
donner, acquérir et tester en Chine et en Europe pour des clients chinois. Et quels sont les prochains développements prévus ici à Wadzem? Alors les prochains développements, ce sera ceux de nos clients. Mais on continue, on finalise la durabilité. Il nous manque encore, on finit une chambre d'ensoleillement pour le soleil, une chambre, ce qu'on appelle une douche pour tester dans des conditions de pluie tropicale un véhicule, ce qu'on n'a pas forcément ici. Et donc on finalise ce type de projet. Et puis on est en train de travailler sur les ADAS. Alors je disais qu'on était on était capable de faire des ADAS de premier niveau. On va regarder ce que l'on va tester demain comme ADAS, des ADAS de niveau 2, de niveau 3, de niveau supérieur. Mais là encore, les investissements sont toujours liés aussi à des besoins clients, donc il faut toujours croiser avec les besoins clients. Merci beaucoup Laurent et bravo merci, pour ce magnifique centre. Eh bien, merci Stéphanie. Alors pas encore de chambre d'ensoleillement ni de douche, mais par contre des chambres de macération avec des températures allant de -20 à +50 degrés Celsius. Et on retrouve Oussama Absi, directeur général du groupe FEV Maroc, dans l'un de ses laboratoires. Alors Oussama Absi, vous êtes directeur général chez FEV Group au Maroc. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le groupe FEV? Très bien, donc le groupe FEV, c'est un groupe allemand. C'est une société familiale, mais c'est un groupe mondial présent dans plus de 40 pays. Le groupe a été fondé en 1978. Ça a commencé par un spin-off de l'université de la RWTH à Aachen, à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Une petite société qui a commencé dans le développement de combustion moteur, qui s'est développée avec le temps. On a un grand groupe d'ingénierie, experts dans le développement automobile au global. Alors votre grosse spécialité, j'ai envie de dire, c'est les groupes motopropulseurs. Donc vous testez et vous réglez des moteurs thermiques hybrides, mais aussi électriques. Oui, c'est ça. Bon, je dirais en fait, on travaille dans tout le développement du powertrain, de la phase de recherche et développement jusqu'à la start of production ou la mise en série des véhicules, avec plusieurs étapes, des étapes d'ingénierie et des étapes de validation, et tout ça sur tout type de powertrain ou de groupe motopropulseur, que ce soit du thermique, de l'électrique, de l'hydrogène aussi. Alors de plus en plus, vous étendez en fait votre champ d'activité, dans la mesure où c'est vrai les moteurs thermiques sont un petit peu menacés à l'horizon 2035. Quelles sont les nouvelles activités vers lesquelles vous vous dirigez? Et les nouvelles énergies aussi. Hein. Oui, donc le groupe en général, on se diversifie sur plusieurs choses, notamment en fait tout ce qui est powertrain hydrogène, tout ce qui est mobilité connectée, donc la DAS, tout ce qui est infotainment, tout ce qui est activité vraiment software, et bien sûr tout ce qui est propulsion avec batterie, hein, les BEV, voilà, c'est une activité importante. À côté de ça, c'est tout ce qui est automobile. À côté de ça, on a créé une business unit énergie qui se focalise dans disons la production d'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert et méthanol vert et e-fuels. D'accord. FEV ne croit pas à l'électrique comme seule et unique énergie à l'avenir. Non, on croit surtout à une multitude de solutions qui sont adaptées suivant le type d'environnement dans lequel on va conduire, qu'on va faire une différenciation entre la ville, entre l'extérieur, entre les longues distances,
et on pense qu'il y a, il y a le champ pour plusieurs technologies dans le marché. Alors, vous êtes implanté dans le monde entier. L'Afrique, pour vous, c'est un gros marché? Alors, l'Afrique, disons, au début, c'est surtout pour pour se rapprocher d'un de nos clients qui est venu au Maroc. Et pour nous, en fait, quand on est venu ici, on a commencé nos activités. On voit, en fait, ça commence à se développer beaucoup vraiment au Maroc, l'activité en général de l'ingénierie. On est maintenant à plus de 150 personnes ici au Maroc. Et on y croit beaucoup comme une zone Best Coast Country pour l'Europe. Après, on voit aussi dans le futur, pour nous, l'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de potentiel qui va se développer. C'est l'un voilà, des continents qui va se développer le plus dans le futur. Et donc, on y croit beaucoup dans le futur. Et pour nous, le Maroc, ça va être vraiment le pays de lancement de l'Afrique. Alors justement, on est ici dans votre laboratoire de WETZEM, où vous vous êtes installé avec l'UTAC, dans une joint venture. Vous avez en fait, des activités complémentaires de l'UTAC, ce qui vous permet de proposer à vos clients respectifs des solutions à 360 degrés. Effectivement, avec l'UTAC, depuis le début, on a discuté pour faire un centre d'essai. On s'est mis d'accord dès le début sur les activités et surtout on a trouvé que nos deux groupes sont vraiment complémentaires. On est capable vraiment de proposer ici au Maroc entre FEV et UTAC différentes activités qui voilà, si je prends un exemple, si on a une activité de roulage, on fait de l'ingénierie sur un moteur et on doit faire la validation de ce véhicule, on va faire des tests de validation sur lesquels on a des ingénieurs de FEV qui vont travailler, mais aussi on va intégrer l'UTAC comme activité de roulage avec nous sur ce sujet. Ça, c'est un exemple, et sur plusieurs activités, on est capable de le faire, en parlant aussi de tout ce qui est comment dire, homologation. L'UTAC est un expert en homologation. Nous, on ne fait pas d'homologation. On a un banc à rouleau sur lequel on peut faire de l'homologation ensemble, donc UTAC et FEV. Alors, qu'est-ce qu'en fait ce centre de WETZEM vous apporte en plus? Est-ce que vous avez ici des installations que vous n'avez nulle part ailleurs? Alors, je ne dirais pas qu'on a des installations qui sont nulle part ailleurs. Ce que je peux dire, surtout, c'est que on a des installations, des bancs d'essai qu'on trouve aussi en Europe ou aux États-Unis, mais on est proche des pistes d'essai. Donc, on a dans le monde carrément sur les pistes d'essai. On est carrément sur les pistes d'essai, effectivement. Et on parle d'un site où il y a 500 hectares, 32 km de pistes. Et nos moyens d'essai à côté, franchement, c'est quelque chose qui est unique. Donc ça vous permet vraiment d'effectuer tout ce qui est réglage dans des conditions optimales? Oui, je dirais oui, surtout si on considère qu'au Maroc, au niveau de la température extérieure, l'atmosphère, c'est beaucoup plus intéressant qu'en Europe. On peut faire des essais vraiment toute l'année. Alors là, on se trouve dans la salle de réglage des moteurs, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Et on a tout un appareillage derrière moi, là, parce que vous pouvez nous en parler. Oui, bien sûr. Là, on parle bien sûr d'un banc d'essai moteur. Un banc d'essai moteur va nous permettre de tester un moteur sans qu'il soit monté dans un véhicule. En général, on utilise le moteur. L'avantage d'un bon moteur, c'est qu'on peut l'utiliser dès les premiers instants du développement, donc disons à peu près 3 ans avant la sortie en série, et jusqu'à aux dernières étapes de validation. Et le bon moteur, il permet en fait de valider un bon moteur et simuler l'environnement du moteur dans un véhicule. On monte sur ce véhicule, sur ce moteur aussi, tout type d'appareillage qui permet de réguler des pressions d'eau, des pressions
des pressions et des températures d'huile, la pression d'air, et puis on peut installer des thermocouples pour mesurer la température tout au long dans le moteur au complet. Et à la fin, ça nous permet vraiment de faire des essais sur le moteur, que ce soit des essais d'endurance ou des essais de calibration. Alors vous faites des essais sur des moteurs 3 ans avant la sortie, la mise sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le moteur de demain? Ce que je peux vous dire sur le moteur de demain, c'est que si on parle de thermique, sur le thermique, il y a encore pas mal de choses qu'on peut optimiser au niveau du moteur lui-même. Là, on parle du base development, le développement de base du moteur. On peut gagner encore en friction, on peut gagner en fait sur les stratégies d'injection. Mais voilà, donc ça en parlant d'un moteur thermique normal. Mais pour demain, on peut aussi, un moteur comme ça, le transformer en un moteur hydrogène. Ça peut être une propulsion hydrogène, un moteur comme ça avec combustion hydrogène. Ça peut être le même moteur, l'adapter pour du e-fuel. Et du coup, ça nous permet aussi pour les différentes normes de demain d'atteindre les objectifs en CO2 avec le même hardware, mais en faisant des adaptations nouvelles. Alors, est-ce que les constructeurs travaillent toujours sur le moteur thermique? Je dirais que oui, mais beaucoup moins, parce que surtout en Europe, hein, je dirais si on parle de l'Europe, il y a beaucoup moins d'investissements dans les moteurs thermiques, parce que voilà, le marché se dirige vers l'électrique. Mais je dirais il y a encore des petites optimisations, parce qu'on va passer de Euro 6 à Euro 7. Donc il y a des adaptations quand même qu'il faut faire. On va améliorer tout ce qui est ligne d'échappement, on va améliorer un petit peu tout ce qui est stratégie moteur. Et surtout, en fait, ils travaillent encore sur les moteurs pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est combustion hydrogène. Oussama, le moteur thermique a une fin de vie programmée pour 2035, enfin en tous les cas si Bruxelles va jusqu'au bout de sa démarche. Alors l'Europe c'est une chose, mais le moteur thermique va continuer d'exister dans le reste du monde pendant des décennies. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Le moteur thermique n'est pas prêt de mourir demain. Déjà en Europe, j'y crois pas, parce que pour atteindre les objectifs en 2035, on n'est pas prêt. Et 2035, c'est demain aussi, hein. Il reste 12 ans, et 12 ans, il y a du travail à faire pour atteindre ces objectifs. Mais parlant du reste du monde, il y a moins de contraintes qu'en Europe, et surtout au niveau de faisabilité, je ne pense pas qu'on soit capable d'avoir des véhicules électriques partout dans le monde, puisque avoir l'énergie qu'il faut pour ça va être difficile. Oui, quand on voit qu'on a déjà du mal à assurer le chauffage en hiver, c'est vrai que si on roulait tous à l'électrique, ça pose de vrais problèmes d'alimentation en électricité. Mais on entend de plus en plus de voix s'élever. Alors il y a Akio Toyoda, le patron de Toyota, qui le dit, mais il n'est pas le seul, il y a des Allemands aussi qui le disent, pour commencer à se rebeller entre guillemets et dire oui, on a quand même une grosse avance en moteur thermique. C'est un petit peu dommage de renoncer à toute cette expertise. Effectivement, hein, si on prend en compte aussi le topic expertise, l'Europe a une grosse expertise au niveau du moteur thermique. Par contre, quand on passe côté propulsion électrique, là c'est la Chine qui prend le flambeau, un peu les États-Unis. Mais je dirais en fait, puisque surtout un véhicule électrique, le plus gros élément, c'est la batterie, hein, qui fait la valeur d'un véhicule, c'est la batterie. Et du fait que c'est plus les Chinois qui peuvent produire ça, en Europe on est plutôt
débutant à ce niveau-là, je pense que c'est bien de pousser pour qu'on garde aussi une certaine industrie liée au moteur thermique. Surtout, comme j'ai dit, que le véhicule électrique, c'est très bien pour certains usages, mais il y a d'autres usages dans lesquels il faudrait avoir d'autres types de propulsion. Alors, il y a d'accord les nouveaux moteurs, mais il y a aussi tout ce marché de l'occasion. Une voiture d'occasion, aujourd'hui, c'est 12 ou 13 ans d'âge. Ces moteurs, comment peut-on les faire évoluer ? Alors, sachant que les personnes qui ont ce type de véhicule n'ont pas forcément les moyens d'aller vers autre chose, l'électrique notamment, qui est hors de prix. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a la solution des e-fuels. Le e-fuel a l'avantage d'être un carburant dans la production qui consomme du CO2. Donc en émettant de CO2, à la fin on a un bilan zéro. Et le e-fuel peut être utilisé dans des moteurs existants avec des petites adaptations, et ça permettra de résoudre la solution du parc automobile d'occasion. Alors le marché africain est un marché de moteurs thermiques. Est-ce que c'est plutôt le diesel qui prévaut ou c'est l'essence ? Alors, ça dépend des pays, mais il y a beaucoup de diesel qui prévaut. Il y a des pays aussi où il y a du véhicule essence. Voilà, donc c'est un mix. Et est-ce que les constructeurs continuent à travailler sur les moteurs diesel pour les faire évoluer ? Effectivement, les constructeurs continuent à travailler pour les faire évoluer. Disons, la vitesse d'évolution est moindre qu'avant, puisque les constructeurs sont obligés de faire de nouveaux développements au niveau du véhicule électrique. Donc, ils ont moins d'argent à dépenser pour faire évoluer les moteurs. Mais il y a encore des évolutions qu'il faut faire, puisqu'on va passer d'une norme Euro 6 à une norme Euro 7. Il y a des adaptations, des nouvelles stratégies à trouver au niveau de la combustion, au niveau de la calibration du moteur. On va travailler sur les lignes d'échappement pour les faire évoluer et atteindre les objectifs d'Euro 7 qui sont définis. Alors tout à l'heure, vous disiez que chez FEV, vous militez pour les biocarburants. De quelle façon militez-vous? Est-ce que c'est auprès des constructeurs ou alors ou est-ce que vous militez à Bruxelles? Oui, enfin, on a des représentants qui participent à Bruxelles des lobbies au lobbying par rapport par rapport au mix énergétique du futur. Et nous, on est des défendeurs vraiment du fait que du non-dogmatisme, hein, c'est-à-dire choisir la bonne technologie pour la bonne utilisation. Et pour nous, le e-fuel fait partie totalement du mix énergétique qu'il faut utiliser dans le futur pour résoudre les problèmes. Finalement, on cherche tous à résoudre les problèmes de réduction des CO2. Tout à fait, c'est la façon la plus rapide d'y parvenir. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Oussama. Merci. Et félicitations pour ces très beaux laboratoires à Ouadzem. Merci. Le Morocco Mobility and Automotive Center, ce sont des essais sur piste, ce sont des tests en laboratoire. C'est également de l'événementiel, mais c'est aussi de la formation. Et avec Jérémy et Florian, nous allons apprendre à maîtriser le véhicule en cas d'aquaplaning ou de verglas. Florian Regaud, instructeur de pilotage automobile, va nous parler de cet anneau magique, l'EasyDrift, qui permet de simuler un dérapage. Donc aujourd'hui on va parler de EasyDrift. Donc l'anneau EasyDrift, c'est un anneau en polyémère, un mélange de plusieurs plastiques qui vont nous permettre de reproduire l'adhérence du verglas, donc une faible adhérence, sur un pneu. Donc c'est monté sur un pneu dit classique, un pneu standard, et ça va nous permettre de faire facilement
de la glisse avec une traction, à défaut d'avoir une propulsion. Donc on a des pneus standards à l'avant, des pneus d'été, et à l'arrière, ça sera comme si on avait des pneus hiver, ou en tout cas comme si on roulait sur du verglas à l'arrière, mais sur un sol sec devant. Donc cet anneau Easy Drift a été inventé par un monsieur que l'on connaît bien et qui voulait s'amuser à faible allure, que l'on a rencontré, qu'on a mis au point avec les ingénieurs de l'UTAC à Mortefontaine. Et on se sert de cet anneau Easy Drift pour nos formations. C'est pour nous un outil pédagogique. On va pouvoir le démontrer juste après sur notre airplane, mais c'est un outil pédagogique qu'on utilise sur tout type de formation, à la fois de la sécurité routière, mais à la fois de la formation de plus haut niveau pour des essayeurs ou pour des apprentis pilotes, pour leur faire découvrir la glisse, comment fonctionne la dérive, ce qui va se passer pour qu'ils puissent ressentir la dérive d'un véhicule, la perte d'adhérence d'un véhicule, mais à faible allure. Parce que perdre l'adhérence d'un véhicule à 150 ou 200 km/h, c'est des choses qui peuvent arriver, mais avant de récupérer une voiture qui part en glisse à 150 km/h, c'est préférable de récupérer cette glisse et de savoir le faire déjà à 30 km/h. Et c'est déjà très impressionnant. À présent, Jérémy Moretti, responsable event et formation, nous apprend à garder le contrôle du véhicule en cas de dérapage. Alors en fait, l'anneau Easy Drift nous permet d'aller en ligne droite à des grandes vitesses avec un freinage même d'urgence sans perdre l'adhérence du véhicule. D'accord. Par contre, une fois que nous allons aller dans les environs de 27 km/h, donc là, vous voyez, on a un cercle. C'est à basse vitesse que ça drift? Non, même à haute. Hein. Regardez. Ah oui. Voilà. On est sur de la perte d'adhérence et on récupère le véhicule dans tous les cas. Mais on peut aller beaucoup plus vite, hein. Après c'est pas... Voilà. Et après on peut entretenir effectivement une perte d'adhérence en glisse, comme si on était sur de la neige. Et on récupère le véhicule. D'accord. Par contre, si on fait une erreur, donc par exemple un conducteur lambda arrive sur du verglas et ne sait pas récupérer le véhicule, on va faire... Waouh! Ah oui, d'accord, ok. D'accord, mais alors justement, le conducteur lambda, quand il arrive sur une plaque de verglas, oui, tout à pour fait. récupérer le véhicule, il fait quoi? Alors, pour récupérer le véhicule, en fait, tout se passe dans les mains et dans le freinage, accélération. Donc là, par exemple, on arrive sur le verglas, hop, là, j'ai rien touché, j'ai fait un tête à queue, d'accord? Si on veut récupérer le véhicule, il va falloir s'aider des mains et de calmer le véhicule avec le freinage pour pouvoir contre-braquer en fait. Exactement, on contre-braque et on calme avec le frein. Donc on contre-braque et on freine en même temps. Voilà, mais un léger frein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un freinage d'urgence. Je n'ai pas fait un freinage d'urgence, j'ai fait un freinage dégressif, mais qui permet de calmer le véhicule afin de garder la stabilité. Alors après, on peut le faire aussi sans freinage. Voilà. Et donc là, je contre-braque. Et là, c'est tout au gaz et au contre-braque. Donc on a vu en cas de glace, de verglas. Alors maintenant, s'il y a de l'aquaplaning, c'est la même manœuvre? Alors, sur l'aquaplaning, c'est toujours la même manœuvre, c'est-à-dire que normalement, nous devons garder volant droit, dans tous les cas. Si on a une boîte manuelle, on va débrayer pour récupérer le maximum de surface au sol. Débrayer rétrogradé ou juste non, débrayer? On débraye. À présent, Jérémy nous emmène sur la piste off-road à bord d'un Dacia Duster 2 roues motrices qui, franchement, a été très impressionnant.
donc là on est sur, après le dévers et le Toblerone, Voilà, croisement de là, pied. on est sur la partie SUV. Et quand vous voulez tester des SUV dans Oui. des conditions de boue, parce qu'enfin bon, c'est aussi un peu l'ADN des 4x4 et des SUV. Donc là, effectivement, alors au Maroc, c'était surtout la chaleur, mais après, on peut le faire en arrosant, hein, avec les arroseurs qu'on a également pour tout ce qui est airplane, etc. D'accord. Donc là, on a différentes pentes, différents niveaux de SUV. Et là, nous avons la pente de 30%. Ah oui, ah oui, celle-là elle est pas mal. On va pas rester coincé. On va pas la prendre. En fait, on peut la prendre dans l'autre sens. Dans ce sens-là, on peut pas la monter. On va la prendre dans l'autre sens pour la photo. D'accord. En vrai, je peux pas la monter en deux roues, moi. Je la monterai jamais. Alors juste pour faire semblant d'être au volant là, C'est ça. je le ferai pas clairement. Alors là, je me sens pas de descendre. Ah oui, alors là, t'es en première ou Ah oui, oui. Donc là, on n'a pas de traction control, donc là, on est obligé de tout gérer au frein et à l'embrayage. Là, c'est une pente de 30%, c'est ça? Oui. Donc là, je fais le travail en fait du descente contrôle. Mais dans une 2 roues motrices, hein, quand même. Hein. Ouais. On est d'accord. Ah oui. L'ABS fait bien son travail. Ah, on a une super vue, hein. Mais bon, c'est impressionnant. Je suis contente que ce soit toi qui est au volant. Enfin, pour l'instant. Oh. On est bientôt arrivé. Ouais, non, on est qu'à la moitié là. Champion. Et donc là, c'est la piste qu'on vient de descendre. Le Morocco Mobility and Automotive Center, ce n'est pas seulement des pistes magnifiques dans un cadre idyllique, c'est aussi le sens de l'hospitalité légendaire du Maroc, ses traditions et sa gastronomie. Mijoté. À la fin, on prend du poulet, on le met dans le four pour prendre un peu de couleur et on laisse la sauce réduite.